La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité, c'est Patrice Geoffron, Stéphane Pedrazzi. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Patrice. Bonjour Stéphane. Membre du Cercle des économistes, vous êtes un spécialiste du secteur de l'énergie. On va revenir avec vous sur les annonces de Donald Trump. Les États-Unis vont sortir pour la deuxième fois de l'accord de Paris sur le climat. Trump promet un grand retour des énergies fossiles. Ça soulève beaucoup de questions sur le plan environnemental, mais aussi sur le terrain économique. D'abord, quelles conséquences en matière de gaz à effet de serre ? L'accord de Paris commence à ressembler à une porte de saloon. On entre, on sort, et évidemment, c'est particulièrement embêtant lorsqu'il s'agit du deuxième émetteur mondial. Alors, il y a deux effets de phénomènes contradictoires. Bon, d'une part, en matière de déploiement des renouvelables et d'action climatique, il y a une partie des décisions qui relèvent des collectivités, qui relèvent des États, qui relèvent des grandes métropoles, et cette dynamique, on peut l'imaginer, va se poursuivre, notamment parce que derrière tout ça, il y a une baisse de coûts, et il y a ce qui fonctionne plutôt bien dans l'économie américaine, la disponibilité du foncier pour faire de l'éolien, du photovoltaïque, etc. Des domaines dans lesquels nous avons plus de contraintes. En revanche, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que un des enjeux de l'accord de Paris, c'est notamment de faire des transferts de financement du nord vers le sud, et c'est-à-dire des pays qui ont des responsabilités historiques en termes d'émissions, ce qui est le cas à l'évidence des États-Unis. Et on est à un moment où un des enjeux, ce sera le cas à la COP30, et de définir un cadre dans lequel on va rehausser significativement les engagements de financement qui à l'heure actuelle sont d'environ 100 milliards d'euros par an et qui devront doubler, tripler, décupler peut-être. Et à l'évidence, l'État fédéral américain ne contribuera pas à cet effort. Augmenter la production d'hydrocarbures, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur le prix du gaz et du pétrole ? Est-ce que le consommateur américain mais aussi européen peut espérer profiter d'une baisse de prix ? Alors, ce qu'on peut observer, c'est que depuis 15 ans, finalement, et depuis Obama, les États-Unis produisent plus de gaz massivement, produisent également plus de pétrole massivement, au point d'être le premier producteur mondial. Donc, c'est déjà le cas en réalité. Donc, c'est déjà le cas. On le dit trop peu. On est concentré sur nos relations difficiles avec la Russie ou sur les tensions au Moyen-Orient. Mais le leader mondial, c'est d'ores et déjà les États-Unis. La question qui va se poser, c'est la capacité à investir concrètement, à attirer des investissements qui ne procéderont pas directement de crédits fédéraux, même s'il peut y avoir des soutiens, et que les perspectives de rentabilité de ces investissements soient suffisamment attractives. Donc concrètement, si les prix du gaz et du pétrole baissent de manière significative, les investisseurs pourraient remettre en cause certains investissements qui ne seraient plus rentables. Je pense notamment au pétrole ou au gaz de schiste. Voilà, d'ores et déjà, en tout cas en matière de gaz naturel liquéfié, il est acquis que les capacités vont augmenter, notamment vers l'Europe, et ça va être sans doute partie prenante des discussions ou du bras de fer commercial par ailleurs avec du donnant-donnant. Il n'est pas certain en revanche que la rentabilité soit au rendez-vous dans tout domaine, notamment pour ce qui est du pétrole, sachant que plus de pétrole aux États-Unis, concrètement, c'est une baisse des prix par ailleurs. Il n'est pas certain que cette baisse des prix, elle puisse être compensée par des réductions de production du côté de l'OPEP. Est-ce que dans cet environnement, la stratégie européenne de décarbonation de l'énergie a encore du sens ? Alors oui, de mon point de vue, d'autant plus parce que la réalité des choses, c'est qu'en fait, nous sommes extraordinairement dépendants. On l'a mesuré en 2022, la collectivité européenne dans son ensemble, en incluant pour la circonstance les Britanniques, a dû payer de l'ordre de 700 milliards d'euros en bouclier tarifaire, en amortisseur. Grosso modo, pour qu'à la maison ou dans les entreprises, on ne subisse pas de plein fouet la multiplication par 10 ou par 15 du prix du gaz par moment, la multiplication par 2, par 2,5 du prix du pétrole. Et ça, c'est une menace qui pèsera sur nous continuellement tant que nous ne serons pas plus décarbonés. C'est un des enjeux de l'objectif de 2030, qui est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Autre annonce de Donald Trump, il veut taxer les pays étrangers à travers une augmentation des tarifs douaniers. Avec quelles conséquences ? Alors, les premières annonces montrent que ça va être à la carte. Bon, c'est clairement établi d'ores et déjà, et si on a bien compris à partir du 1er février, avec le Canada et avec le Mexique, une manière de se cloisonner. Il y a des messages là qui sont envoyés à son électorat. Pour l'Europe et pour la Chine, ça va prendre un peu plus de temps, et on va voir apparaître très probablement une politique de donnant-donnant. Ce qui pourrait se dessiner en Europe, c'est acheter plus de produits américains, notamment ceux qu'on vient d'évoquer en matière d'énergie fossile, et en contrepartie de droits de douane qui seraient plus amicaux. Donc on va être dans un rapport de force. Ça veut dire également, il y aura sans doute des interférences également avec les dossiers militaires,
que la dépendance accrue qui risque de se dessiner en matière d'importation de fossiles des États-Unis n'est pas une bonne nouvelle. Ça nous ramène au point précédent, l'intérêt collectivement que nous avons à continuer à nous décarboner. Les hausses de tarifs douaniers, c'est une décision inflationniste. Quelle est la limite de cette stratégie sur le terrain économique ? Alors, la limite sans doute, c'est que une des promesses, et la première en fait qui est formulée Donald Trump, c'est de réduire l'inflation. Alors c'est tout à fait paradoxal parce qu'il y a d'ores et déjà plus d'inflation, même si dans l'esprit des Américains... Le ressenti n'est pas le même. Voilà, le ressenti il est à peu près du double, 6% versus la réalité qui est inférieure à 3%. Mais l'ensemble des mesures qui se dessinent sont plutôt de nature à rehausser... le coût interne et concrètement pour le panier du ménager ou de la ménagère, si je puis dire, parce que les produits importés vont être plus chers. Ils vont être plus chers également compte tenu sans doute du rehaussement, au moins pendant un certain temps, de la parité du dollar avec notamment l'euro et d'autres devises. Et puis par ailleurs, l'expulsion massive, on verra ce qu'il en est en réalité, de travailleurs clandestins, évidemment, n'est pas de nature, notamment dans les services, à tirer les prix vers le bas. Donc, à l'évidence, il y aura des tensions et des déceptions assez rapidement dans ce domaine. Est-ce que ça veut dire que sur le terrain de l'immigration également, entre les déclarations de Donald Trump et la réalité de sa politique sur le terrain, il y aura forcément un décalage ? Oui, alors là, on est moins dans mon cœur de métier, si je puis dire, mais très concrètement, par rapport aux promesses de renvoyer chez eux, et on ne sait pas très bien ce que signifie le terme chez eux, 10 millions de personnes qui, alors évidemment, en partie ont des activités criminelles, mais enfin, c'est une minorité pour ce qu'on peut en savoir. Pour l'essentiel, on a des gens qui sont insérés économiquement, notamment parce qu'ils acceptent des métiers qui sont pas nécessairement prisés par les Américains. Et donc, à l'évidence, on va avoir des secteurs, on peut penser naturellement à l'hôtellerie, on peut penser à un certain nombre de services du quotidien qui vont être très négativement impactés. Merci beaucoup, Patrice Geoffron, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Et merci à tous les deux. À demain 6h, Stéphane, pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. Et cette question, comment piloter le fameux conclave sur les retraites ? Avec quelle méthode ? On le saura tout à l'heure, mais avant cela, je relève la copie de Karine Dijoux. Et si on parlait français, en fait c'est l'inverse, c'est Karine qui me corrige. Il est 7h22.